Dans The Legend of Zelda, il y a Zelda. Et outre les personnes qui critiquent tout le temps le fait que le titre du jeu ne soit pas Link, Zelda est un personnage plus que cool dans les jeux de la franchise. Mais il y a un jeu, ou plutôt une version de Zelda, que je trouve incroyable. Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur personnage des Zelda Switch. La toute première apparition de Zelda est dans The Legend of Zelda tout court en 1986 et en 1988 chez nous. L'histoire, Ganon s'empare de la Triforce du pouvoir et tente de s'accaparer des deux autres Triforces, celle du courage et de la sagesse, afin de devenir une entité surpuissante en utilisant les pouvoirs de chacune des Triforces. Pour éviter que Ganon ne puisse parvenir à ses fins, Zelda divise la Triforce de la sagesse en 8 morceaux et les répartit à travers le royaume d'Hyrule. Link, un étranger aventurier, fait ensuite la connaissance d'Impa, la nourrice de Zelda, puis elle lui raconte ce qui s'est passé dans le royaume. Link décide de partir faire un long voyage en Hyrule pour sauver la princesse Zelda, retrouver les 8 fragments de la Triforce de la sagesse afin de ramener la paix. Bon, dans ce jeu, on voit pas mal les clichés du héros qui sauve la princesse. Même si je trouve que ça s'éloigne quand même des clichés, et ce, sur plusieurs points. Déjà, Zelda a une réelle utilité scénaristique. Elle est une des responsables de la libération de son royaume des griffes du malin. Sans elle, il n'y aurait pas de chevalier libérateur, qui a d'ailleurs une quête plus vaste que sauver la princesse, car là, on parle du royaume tout entier. De plus, ça ne finit pas en love story. En vrai, n'en déplaise à certains, je trouve que c'est bien mieux comme ça. On s'éloigne des clichés pour proposer un truc plus réaliste, sans love story foireuse, juste pour le fanservice qu'autre chose. Après, il faut rappeler que c'est un jeu NES, donc le scénario n'est pas encore très développé, mais le jeu a le mérite de proposer une histoire assez originale, en tout cas pour l'époque. Mais Zelda obtiendra un plus grand développement dans Zelda Ocarina of Time, où elle vivra 7 ans dans l'anonymat, forcée de voir son royaume mourir sous ses yeux en attendant le réveil de Link pour le guider dans sa quête. Oui, parce qu'entre temps, Link a piqué un petit somme. Une fois Link réveillé de sa stase, Zelda se présente au nom de Sheik et s'apprête à guider Link dans son aventure. C'est un sacré développement, car Zelda tient dans ce jeu le rôle de guide. C'est un sacré développement pour le personnage qui n'avait jusqu'ici servi que de prétexte pour l'aventure. En plus, Sheik est un personnage qui transpire la badassitude. D'ailleurs, on parle de son développement au fil du temps, mais qu'en est-il du temps ? Non mais celui du jeu, je veux dire. Il faut savoir qui est Zelda dans la timeline pour réellement bien la connaître. Zelda est la descendance de la déesse Hylia. Y a aucune vanne. Y a même un moment où c'était sa réincarnation. Non mais Zelda est juste une sorte de continuité à travers les époques. Chacun des jeux représente une époque bien particulière du monde où Link et Zelda mènent une guerre millénaire contre le porteur de la Triforce du pouvoir. Zelda, elle, est porteuse de la Triforce de la sagesse et Link du courage. C'est en prouvant sa sagesse dans son rôle de princesse que Zelda s'impose. Donc loin d'être une combattante, elle sert surtout à donner des directives aux héros. Plus qu'être une princesse en détresse, elle cherche avant tout un moyen de protéger son peuple. Et là, c'est le moment où je vous parle de Zelda dans les jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Parce que Zelda possède un sacré développement dans ces jeux. Un développement tel que je pourrais considérer que Zelda est le meilleur personnage. Bien qu'elle puisse être insupportable sur les bords, Zelda n'en reste pas moins un personnage doté d'un sentiment très humain. Elle est jalouse de Link. Elle doit continuer à faire ses preuves, alors que Link est un chevalier aguerri. Et c'est en voyant son développement qu'on comprend la profondeur du personnage. Au fur et à mesure que l'on obtient les souvenirs dans Breath of the Wild, on comprend peu à peu les valeurs qu'elle représente. Zelda est avant tout la princesse d'Hyrule. Mais en voyant la menace Ganon approcher grâce à une prophétie, son père, le roi Bosphoramus Hyrule, First Try, eut un plan similaire à la légende pour terrasser le démon. C'est-à-dire utiliser les gardiens et le pouvoir de la déesse, soit le pouvoir du sceau, pour affaiblir le démon avant le coup final du héros à la lame purificatrice. Le pouvoir du sceau, directement lié à la Triforce qui se transmet de mère en fille, revient donc à Zelda. Mais ayant du mal à éveiller son pouvoir, elle ressemble plus à une archéologue passionnée par les technologies antiques Sheikah. Et non, Sakurai, ça n'est pas une excuse pour avoir mis son design de Enigme Metal World dans Smash. On se met à comprendre la pression qui était sur ses épaules, celle de son père, du regard que les gens de la cour portaient sur elle. Ce jugement de n'être qu'une princesse ratée. Une princesse se détournant de son devoir. Zelda a donc eu un énorme complexe d'infériorité, ce qui fut d'ailleurs renforcé en voyant Link et son épée de légende qu'il a acquise grâce à ses efforts acharnés. Zelda aura beau mettre tout en œuvre pour réveiller son pouvoir, elle n'y arrivera pas avant le réveil de Ganon, qui prit le contrôle des gardiens, tua son père et les prodiges. Ce qui lui a finalement permis d'éveiller son pouvoir, c'est la mort de ses proches. C'est ce qui lui a permis d'être directement concerné par le combat qu'elle mène. Cela lui a permis de comprendre la réelle utilité de l'éveil du pouvoir du sceau, qui n'est que le reflet de sa volonté de protéger les autres. Sa volonté de protéger Link. Je dois protéger tout le monde. Et rien que ce développement de personnage rend Zelda incroyable. Depuis le début, elle semblait n'aimer pas grand monde et voyait son éveil comme une sorte de devoir. Elle détestait Link, vivait sous la pression de son père et semblait avoir de meilleures relations avec les prodiges, surtout avec Urbosa,
qu'elle considérait comme sa mère. C'est à force d'aimer le monde autour d'elle qu'elle comprend le plus important. Son pouvoir qu'elle doit éveiller n'est pas pour prouver sa valeur, mais pour sauver les autres. Et c'est comme ça que Zelda a attendu Link patiemment pendant 100 ans, scellant Ganon au château, le temps que le gars se réveille de sa résurrection. Oui, Link, tu dors souvent quand même. Dans Breath of the Wild, on a beau jouer Link, Zelda n'en reste pas moins scénaristiquement le personnage principal. Un personnage principal, c'est un personnage au centre d'une histoire, qui a le rôle le plus important. C'est exactement ce que l'on ressent avec Zelda. En fait, Link n'est qu'un pantin que le joueur incarne et qui a le rôle d'intermédiaire entre le joueur et le monde d'Hyrule. C'est exactement pour cela qu'il a été nommé ainsi, Link, voulant dire lien en anglais. Le lien qui nous réunit avec le monde de Zelda. Sans Zelda, le royaume ne serait plus, et c'est grâce au soutien de personnages secondaires comme Link qu'elle a réussi à gravir les échelons. Dans Tears of the Kingdom, Zelda visite les profondeurs du château avec Link. Une présence malfaisante se ferait sentir. En effet, Link et Zelda trouvent le sceau de Ganondorf. Zelda ramasse une pierre occulte, Ganondorf se libère, mais Zelda tombe dans un fossé avant d'être téléporté dans le passé grâce au pouvoir de sa pierre occulte. Ces pierres ont pour but d'amplifier le pouvoir de son porteur, les pouvoirs de Zelda étant la lumière et le temps. Mais dans le passé, Zelda ne parvient pas à revenir à son époque. Elle en profite pour rencontrer ses ancêtres et elle apprend un rituel interdit nommé le rituel draconique qui permet à la personne ayant mangé sa pierre occulte de se transformer en dragon immortel comme ça au calme. Zelda a compris son but, préparer l'avenir. Elle va donc rester sous forme de dragon pendant des millénaires afin de régénérer l'épée de légende avec son pouvoir divin, épée qui avait malheureusement été détruite lors de l'affrontement contre Ganondorf au début du jeu. Le roi Rauru ayant scellé Ganondorf, Zelda savait que Ganondorf allait se réveiller à son époque. Elle ne peut donc pas changer ce qui s'est déjà produit, mais peut tenter de réparer les pots cassés. Les pots cassés par Link, bien sûr, ce mot! Elle a été jusqu'à complètement sacrifier l'essence même de son humanité. C'est une sorte d'extension du développement qu'elle a eu dans Breath of the Wild. Protéger les autres devient plus qu'un devoir, mais un objectif. Tellement qu'elle a voulu aider le roi Rauru et la reine Sonia, la famille royale du passé, pour les protéger du danger qu'elle sentait venir. Protéger ceux en qui elle tient. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Link finit par la faire redevenir humaine et... fin. On n'aura peut-être plus jamais l'occasion de voir Zelda, ou du moins celle-ci. Ce que j'aime beaucoup avec le personnage de Zelda en général, c'est qu'elle n'est pas forcément amoureuse de Link. Et Zelda 2, ça compte pas! Mais du coup, je me suis posé une question. Cette Zelda, est-elle en couple avec Link? Bah déjà, pourquoi le serait-elle? Eh bien, tout d'abord, car Link et Zelda sont des personnages complémentaires. Link n'est pas Link sans Zelda, et Zelda n'est pas Zelda sans Link. Zelda est la raison pour laquelle Link est prêt à se sacrifier. Prise par cette admiration et par l'envie de protéger les siens, ça va permettre à Zelda d'éveiller son pouvoir du sceau. Même pouvoir qui sauvera Link, et qui lui permettra de se réveiller 100 ans plus tard. Zelda guidera Link en lui disant que c'est un guerrier alors que ce dernier se retrouve complètement amnésique, ce qui guidera Link vers Ganon afin de l'affaiblir et pour faire en sorte que Zelda assène le coup final. Dans Tears of the Kingdom, Zelda se sacrifie pour réparer l'épée de légende pour que Link puisse terrasser Ganondorf. Elle aide également Link dans le combat final et Link finit par la faire redevenir humaine. Bref, en gros, y a pas l'un sans l'autre. Et c'est vrai que cet aspect complémentaire permet aux deux personnages de les voir proches, très proches même. C'est-à-dire que la maison qu'on s'est cassé la tête à fabriquer dans Breath of the Wild appartient aujourd'hui à Zelda. Mais alors, est-ce que les deux sont en couple? Eh ben on sait pas en fait. En fait, Eiji Onuma, producteur de la série Zelda et interviewé par Kate Bailey sur IGN le 11 décembre 2023, laisse les joueurs se faire leur propre interprétation. Sérieux, tu pouvais pas être plus précis pour une fois? Je laisse à chacun l'imagination et le soin de savoir si Link et Zelda sont en couple. Je ne pense pas que Zelda soit un type de jeu dans lequel l'équipe de développement se dit « voilà ce qu'est Zelda, voilà ce qu'est l'histoire, voilà ce qu'est le jeu ». Tout ce que l'équipe de développement souhaite transmettre a déjà été intégré au jeu, et le reste dépend de l'imagination du joueur et de sa réflexion sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a vécu dans le jeu. Du coup, si c'est juste une question d'interprétation, quel est mon point de vue? Bah déjà, je pense pas que Link vit avec Zelda pour commencer, sinon on n'aurait pas besoin de créer une nouvelle maison dans TOTK. Mais selon moi, Link et Zelda n'ont jamais été aussi proches dans la saga que dans la cinématique de fin de Tears of the Kingdom. Et encore une fois, Zelda 2, ça compte pas! De plus, je pourrais trouver ça cohérent dans le développement des personnages de les voir en couple. Zelda a beaucoup appris aux côtés de Link et il lui a permis de reprendre confiance en elle. Mais d'un autre côté, je n'ai pas très envie de casser cette continuité de la friendzone. Ce que j'avais aimé jusque-là, c'est justement de sortir du cliché du chevalier qui se marie avec la princesse. Bon, la reine là en l'occurrence. Mais pour le coup, ne pas les mettre en couple juste pour que ça fasse pas cliché est une excuse assez naze, vu que le développement des personnages pourrait justifier une relation justement. Donc on reste pas dans le cliché de la relation injustifiée. Donc pour moi, Link et Zelda sont bien ensemble et ça, c'est beau. Je vous laisse mettre vos théories en commentaire.
En tout cas, du moment que le personnage n'existe pas que pour être en couple, ça me va. Parce que mon problème, c'est que parfois, certains persos peuvent être ajoutés uniquement pour créer une love story qui n'a aucun sens pour le perso principal. Et là, non seulement la relation pourrait être justifiée, mais en plus, Zelda reste un personnage qui garde une très grande utilité scénaristique. C'est plus qu'un personnage rajouté vite fait pour faire une représentation féminine. Là, on a une excellente représentation d'un personnage féminin, d'une femme forte, dans une histoire. Elle reste aussi importante que Link dans son combat contre le mal, voire même plus, car je vous rappelle qu'elle a scellé le mal pendant 100 ans, et qu'elle s'est transformée en dragon pendant 10 000 ans. Donc voilà, hein. Pour conclure, Zelda est un personnage ayant reçu un développement de zinzin. Doté d'un complexe d'infériorité au début de Breath of the Wild, et ne comprenant pas son objectif au début de TOTK, elle réussira à atteindre l'éveil quand elle comprendra son but. En plus de ça, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire. Plus encore que Link, en lançant un personnage principal selon moi. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, c'était Sola, et je vous dis à la prochaine.